Alors d'abord, merci de cette invitation. Je suis très heureux d'être ici parmi vous et je dois dire d'une certaine façon, ça fait des jaloux parce que, étant patriote de l'année, j'aurais dû être à Saint-Ours aujourd'hui. Il y a d'autres activités. Et là, j'ai pris beaucoup d'air lousse avec ma femme. On a 3 jeunes enfants. Alors là, j'ai dit, écoutez, je suis déjà en Mauricie. S'il faut que je sois parti toute la journée, ça va être un peu compliqué. Donc voilà, ça me fait très plaisir d'être ici pour vous parler de ce livre, donc La bataille de Londres, donc que j'ai, livre sur lequel j'ai travaillé pendant presque 8 ans, n'est-ce pas, et qui a fait beaucoup parler. Il y a une revue de presse de presque 300 pages, ça continue. L'an prochain, il va y avoir une version anglaise, donc c'est la première fois qu'un livre sur l'histoire du rapatriement de la Constitution va être publié dans les 2 langues officielles, donc c'est ma contribution à combler les solitudes. Et donc... beaucoup d'espoir. Oui, c'est ça, voilà. Beaucoup, ce serait un grand mot. Mais toujours est-il que ça fait beaucoup parler, entre autres en raison de tout ce qu'on a dit sur la Cour suprême. Je vais vous parler de ça moi-même dans quelques instants. Mais c'est un livre qui parle de beaucoup d'autres choses que du scandale de la Cour suprême. C'est un livre qui va vous apprendre, par exemple, pourquoi Mme Thatcher pensait que M. Trudeau était névrosé et paranoïaque. Et donc, et encore là, je le dis souvent, je le répète, c'est pas Frédéric Bastien qui dit que Pierre Trudeau était névrosé et paranoïaque, c'est Margaret Thatcher qui pensait que M. Trudeau était névrosé et paranoïaque. Ça n'aurait aucun intérêt si c'était moi qui disais des choses. Vous allez apprendre pourquoi, par exemple, le haut-commissaire britannique à Ottawa, c'est-à-dire l'ambassadeur britannique à Ottawa, pensait que M. Trudeau était un voyou qui donnait des coups en bas de la ceinture et qui était indigne de confiance. Indigne, dis-je bien, de confiance. Alors, encore une fois, ça n'aurait aucun intérêt si c'était moi qui le disais, mais ce sont des citations que j'ai tirées des archives, puisque j'ai été le premier à aborder ce morceau de notre histoire, le rapatriement de la Constitution, avec une étude assez systématique des archives. Vous allez apprendre aussi que la Grande-Bretagne, en 1980, considérait le Québec, au moment du référendum, comme un potentiel pays qui était économiquement viable, avec qui il fallait garder des relations. On aurait reconnu... non, je pense que tout le monde m'entend bien. Oui. Alors, on aurait donc, les Britanniques auraient reconnu une éventuelle souveraineté québécoise, même si, encore là, ça avait été l'archive, et je cite, ça allait être reçu comme un choc dans le Canada anglais. Et j'ajoute, même si, évidemment, ce n'était pas leur premier choix, c'était évidemment leur deuxième choix, mais c'était le scénario, le plan B, si vous voulez. Alors, tout ça et bien d'autres choses dans le livre, mais aujourd'hui, je vais juste attirer votre attention sur un certain nombre d'éléments intéressant pour vous donner un avant-goût, pour ceux qui ne l'ont pas lu, pour vous informer davantage, pour ceux qui l'ont lu. Et dans le livre, c'est encore pire que ce que je vais décrire. Je vous avertis. Voilà. Et évidemment, un des moments forts de toute cette histoire de rapatriement de la Constitution, d'abord, quand on parle du rapatriement de la Constitution, de quoi parle-t-on? Le Canada n'avait pas le pouvoir de modifier seul sa Constitution. Dans l'acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867, il n'y avait pas de formule d'amendement qui aurait permis aux Canadiens seuls de modifier leur Constitution. Alors, il fallait que le Parlement britannique à Westminster vote les amendements à la Constitution canadienne. Alors, quand il y avait un amendement qui devait être fait, le gouvernement fédéral et les provinces négociaient, se mettaient d'accord sur un amendement. On envoyait une demande à Londres et le Parlement britannique votait un amendement à notre Constitution. Quand le Canada est devenu indépendant en 1931, les provinces et le fédéral ne se sont pas entendus sur une formule d'amendement et la solution qui a été trouvée, temporaire, ça a été de laisser les choses comme elles étaient, c'est-à-dire on va continuer à passer par le Parlement britannique. Et donc, je vous passe les détails, il y avait toujours cette idée de rapatrier donc la Constitution, de récupérer le pouvoir, de modifier notre Constitution. Et Trudeau va faire de ce projet son objectif principal, en particulier lors du référendum de 1980. À 6 jours du vote, le 14 mai 1980, devant une foule au Centre Paul Sauvé, M. Trudeau va faire un grand discours où il va annoncer la suite des choses selon ce qu'il anticipe.
Et plutôt que de vous raconter ce discours, j'ai pensé que vous trouveriez ça assez intéressant que je vous en fasse voir un peu. Référendaire et non. 5 minutes de M. Trudeau au Centre Sauvé. Québec au Canada, Mesdames, Messieurs, l'honorable Premier ministre du Canada, M. Thierry Trudeau. Le gouvernement de toutes les provinces se sont déjà exprimés clairement. Si la réponse à la question référendaire est non, nous avons tous dit que ce non sera interprété comme un mandat pour changer la Constitution, pour renouveler le fédéralisme. Ce n'est pas moi qui le dis tout seul, ce n'est pas M. Clark, ce n'est pas M. Broadbent, ce n'est pas seulement les 9 premiers ministres des autres provinces, ce sont les 75 députés élus par cette province pour aller les représenter à Ottawa qui disent un non, ça veut dire du changement. Et je sais, parce que je leur en ai parlé ce matin à ces députés, je sais que je peux prendre l'engagement le plus solennel qu'à la suite d'un an, nous allons mettre en marche immédiatement le mécanisme de renouvellement de la Constitution et nous n'arrêterons pas avant qu'on soit fait. Solennellement à tous les Canadiens des autres provinces. Nous mettons la tête en jeu, nous, députés québécois, parce que nous le disons aux Québécois de voter non. Et nous vous disons à vous des autres provinces que nous n'accepterons pas ensuite que ce non soit interprété par vous comme une indication que tout va bien et que tout peut rester comme c'était pas avant. Nous voulons du changement, nous mettons nos sièges en cours. Si la réponse au référendum était oui, j'ai dit carrément à la Chambre des communes, Monsieur l'évêque sera bienvenu de venir à Ottawa, je le recevrai poliment, comme il m'a toujours reçu d'ailleurs à Québec, et je lui dirai, il y a deux fois. Si vous frappez à la porte de la souveraineté association, il n'y a pas de négociation possible. Il n'y a pas de négociation parce que, voyez-vous, monsieur le maire, l'association, ça prend au moins une autre personne pour s'associer. Puis on sait que toutes les autres provinces, que tout le reste du Canada, que tous les partis à la Chambre des communes ont dit non à l'association. Monsieur l'évêque continue de répéter, puis la démocratie, qu'est-ce que vous en faites? Si le peuple québécois votait majoritairement oui, est-ce que vous ne seriez pas obligé, par les lois de la démocratie, de négocier?
parti peut exprimer le vœu des Québécois, mais ça ne peut pas lier les autres à vouloir faire ceux qui n'ont pas voté dans les autres provinces, à vouloir faire ce que le Québécois décide. Alors ce raisonnement, M. l'évêque, il n'y aura pas d'association. Maintenant, si vous voulez parler de souveraineté, laissez-moi vous dire que vous n'avez pas de mandat pour négocier la souveraineté parce que vous n'avez pas demandé purement et simplement aux Québécois s'ils voulaient la souveraineté. Vous avez dit, voulez-vous la souveraineté à condition d'avoir en même temps l'association. Comme il n'y a pas d'association, vous n'avez pas de mandat pour faire la souveraineté, vous n'avez pas la clé pour ouvrir cette porte. Puis moi non plus. Vous aimez beaucoup Sol. Oui, ça aurait été plus intéressant. Lui aurait été plus intéressant. Je savais que ça vous plairait, ce petit extrait de M. Trudeau. On s'est dit que ça allait mettre l'ambiance. On va prendre des pieds au bas. Je vois votre réaction, ça vous a plu. Et donc, en passant, moi j'ai rencontré l'auteur de ce discours. C'est pas M. Trudeau qui avait écrit ce discours, un de ses conseillers, un monsieur qui s'appelle André Burel. Et le lendemain du rapatriement de la Constitution, M. Burel a rédigé sa lettre de démission parce qu'il s'est senti trahi par cette promesse tenue le 14 mai 1980. Il a trouvé que Trudeau a trompé les Québécois. Lui-même s'est senti manipulé et trompé par M. Trudeau et donc éventuellement il s'est complètement séparé de M. Trudeau. Et même il était au fédéral au moment du lac Meech et de Charlottetown. Il a ensuite devenu un féroce opposant à M. Trudeau dans la suite des choses. Bref, donc, comme vous savez, le référendum va être gagné par les forces du non, 60% contre 40%. Et immédiatement, M. Trudeau demande à Jean Chrétien de visiter les provinces, visiter ses homologues provinciaux responsables de la Constitution pour qu'on entame des négociations afin de rapatrier la Constitution et donner suite à la promesse faite le 14 mai 1980. Et donc, évidemment, il faut une formule d'amendement pour que nous puissions modifier nous-mêmes la Constitution. Mais M. Trudeau a une autre idée, ou une idée plus importante encore à ses yeux. Il veut inclure dans la Constitution une charte des droits. Et pour lui, ça c'est vraiment, il y tient comme à la prunelle de ses yeux. Il veut qu'il y ait quelque chose qui va s'appeler la Charte canadienne des droits et libertés. Et alors, il va y avoir des réunions au niveau des ministres, des premiers ministres au cours du printemps et de l'été 1980. Et là, les fédéraux, le gouvernement fédéral, vont présenter, vont mettre la table pour des discussions et ils vont présenter deux séries d'enjeux. Alors, première série d'enjeux, en anglais ça se dit mieux, The People's Package, donc une série pour le peuple, et une deuxième série d'enjeux qu'on va appeler The Government's Package, donc une série d'enjeux pour les gouvernements. Donc, on hiérarchise la discussion en deux, et ce qui est la priorité d'abord, c'est The People's Package. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a la charte de M. Trudeau. Alors, M. Trudeau dit, vous savez, nous, le gouvernement fédéral, dans toute cette affaire, on veut aider les citoyens, on pense aux citoyens moyens, aux Canadiens, au peuple, et donc on a une charte qui va permettre aux citoyens de protéger leurs droits, etc. Nous, on est, dans cette affaire, on est désintéressés, voyez-vous? Et à côté de ça, il y a des politiciens qui se querellent pour avoir plus de pouvoir. Ça, c'est Québec et quelques autres provinces. Et évidemment, le partage des pouvoirs était un enjeu extrêmement important pour le Québec, mais pas seulement pour le Québec, mais surtout pour le Québec. Et ça, vous savez, les pouvoirs pour des politiciens, ça c'est vraiment, ils les présentent un peu comme des barons féodaux qui veulent agrandir leur fief. Et vraiment, eux, donc, leur légitimité, c'est pas vraiment très, très important. Alors, on va d'abord parler des enjeux qui intéressent le peuple, la charte, et s'il reste du temps après, dans un deuxième temps, justement, on parlera de ce qui intéresse les politiciens, du partage des pouvoirs, etc. Alors, la question qui se pose, pourquoi est-ce que M. Trudeau présente les choses de cette façon-là et pourquoi il tient tellement à avoir une charte des droits? C'est vraiment l'enjeu le plus important pour lui. Alors,
première question qu'on peut se poser, c'est la suivante. Est-ce que les droits étaient menacés au Canada en mai 1980? Alors, je vois, d'habitude, je m'adresse à des étudiants de cégep, je vois que la moyenne d'âge aujourd'hui est plus élevée. Et donc, on se souvient... On n'a pas connu cégep. Ben, certains d'entre vous. Les cégeps remontent quand même à 1968 ou 69. 70, oui, en tout cas, bref, 68. Bon, alors, ben écoutez, je ne suis pas pour vous demander ceux qui ont fait leur cégep, là, quand même, levez la main. Non? Donc, tout ça pour dire que je perds mes idées. Et donc, ceux qui se souviennent du Canada d'avant 1980, est-ce que c'était un pays où les droits et libertés étaient bafoués, où on vivait sous un régime autoritaire, n'est-ce pas, etc., etc.? Bien sûr que non. La réponse est clairement non. Tout ça parce qu'il n'y avait pas de charte des droits avant 1982. Ben non, c'est sûr que non. C'est comme si aujourd'hui on disait, regardez en Australie, un pays qui est semblable au nôtre, ancienne colonie britannique, Commonwealth, un pays fédéral, donc une fédération, et eux, figurez-vous qu'ils n'ont pas de charte des droits. Alors, combien de fois par semaine entendez-vous dans les médias « Ah, c'est terrible la situation en Australie, le régime carcéral de Canberra, c'est le régime du goulag. Mon Dieu, on devrait partir, on devrait se joindre à l'Amnesty International pour les pauvres Australiens qui vivent dans un pays où il n'y a pas de charte des droits. » C'est pas vrai du tout. Les droits ne sont pas moins bien respectés en Australie parce qu'il n'y a pas de charte des droits. Une charte des droits, ça ne sert pas à protéger les droits. C'est une illusion. C'est une fiction. Les pays qui ont des chartes ne protègent pas mieux les droits que les pays, en tout cas dans les pays démocratiques, que les pays qui n'en ont pas. Alors, la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que M. Trudeau insiste tellement pour avoir une charte des droits? C'est quoi son grand projet? C'est d'avoir un pays à son image à lui, un pays ni complètement anglophone, ni complètement francophone, mais un pays bilingue, d'une côte à l'autre, ou à tout le moins dans le plus grand nombre de provinces possible, où tout le monde, plus ou moins, ou idéalement le plus grand nombre de gens vont être bilingues, et les citoyens canadiens vont pouvoir vivre, travailler en français ou en anglais selon leurs préférences individuelles. Alors voilà pourquoi, à son arrivée en 1968, il a fait voter la loi sur les langues officielles, il a bilinguisé avec plus ou moins de succès les services fédéraux, et il est très frustré par la suite parce qu'en 1974, le gouvernement du Québec fait voter la loi 22. En 1977, M. Lévesque succédé à Bourassa fait voter la loi 101. Et le projet des Québécois, même les libéraux, c'est de rendre le Québec de plus en plus français. C'est de franciser le Québec. Et ça va complètement à l'encontre du rêve de M. Trudeau de bilinguiser le Canada. Alors, M. Trudeau est très frustré. Il voudrait qu'il y ait des écoles françaises partout dans le Canada anglais, des écoles anglaises un peu partout au Québec, et il voudrait que tout le monde puisse aller dans ces écoles anglaises au Québec ou dans ces écoles françaises dans le reste du Canada. C'est quoi son problème dans cet objectif? Le problème, c'est que l'éducation est une compétence exclusive des provinces depuis 1867. Il ne peut pas forcer l'Ontario à ouvrir des écoles françaises. Il ne peut pas rien faire quand le Québec décide de restreindre l'accès à l'école anglaise au Québec à la seule communauté anglophone historique. Il ne peut pas forcer la Colombie-Britannique à ouvrir des écoles françaises. Alors, il est coincé. Il est coincé. Et là, c'est là qu'il se dit, voilà en quoi va servir la Charte des droits. Dans cette Charte des droits, il va y avoir le droit fondamental à l'accès à l'école anglaise au Québec et le droit fondamental à l'accès à l'école française dans le reste du Canada. Alors, première chose que je dois préciser ou expliquer brièvement, c'est que l'éducation, c'est pas un droit. Je le dis, je suis professeur. Pour moi, c'est très important, c'est mon gagne-pain. Mais ça ne peut pas être considéré comme un droit. J'ai d'ailleurs dit ça durant la grève des Carrés Rouges, on m'a presque lynché. Alors, j'exagère. Pourquoi est-ce que c'est pas un droit? Mais je m'explique. Attendez avant de dire oui, non. Un droit, c'est universel. Tout le monde est égal en droit. Tout le monde a les mêmes droits. À partir du moment où on n'est plus égal en droit, ça ne peut plus être considéré comme un droit. Or, si l'éducation est un droit, au Québec par exemple, ça veut dire qu'il y a
hypothétiquement, 8 millions de Québécois qui peuvent s'asseoir sur leur steak et dire, voilà, moi, je veux que mon droit à l'éducation soit réalisé. Donc, il y a des écoles, on achète des ordinateurs, on paye des professeurs, du matériel scolaire, etc. Et mon droit à l'éducation va être réalisé. Mais à ce moment-là, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont payer les professeurs, il y a des gens qui vont payer pour les constructions d'écoles, pour l'équipement, etc. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont payer pour le droit à l'éducation, puis il y a des gens qui vont recevoir le droit à l'éducation. Donc, ça ne peut pas être un droit à partir de ce moment-là. Ça ne peut pas être des juges dans des tribunaux qui vont entendre des causes puis dire, voilà, le droit à l'éducation de Y a été violé, et le droit à l'éducation de W a été violé, etc., etc. Ça ne peut pas marcher. Et donc, l'éducation, ce n'est pas un droit. Et d'ailleurs, je reviens à la grève des Carrés Rouges. Vers la fin de la grève, quand il y a eu des demandes d'injonction pour forcer... Moi, j'ai continué à dire, l'éducation, ce n'est pas un droit, donc ça ne devrait pas être les tribunaux qui vont à coup d'injonction régler cette question-là. Tout d'un coup, on a commencé à trouver que j'étais plus nuancé. Alors, mais bref, donc, le droit fondamental à l'école anglaise au Québec, le droit fondamental à l'école française dans l'Est du Canada, c'est une fumisterie. C'est pas un vrai droit. C'est un faux droit. Et Trudeau veut absolument mettre ça dans une charte. Alors là, il y a un des premiers ministres anglophones qui va ultimement se rallier à Trudeau, M. Alan Blakeney de la Saskatchewan. Et au cours des discussions du printemps et de l'été, il fait cette réflexion-là à M. Trudeau. Il dit M. Trudeau, lors d'une discussion qu'ils ont en aparté, pourquoi est-ce que vous voulez absolument mettre des droits à l'éducation dans la charte des droits? Il dit, à l'éducation anglaise et française. Je ne comprends pas où vous voulez en venir. Et il lui dit toujours, je comprendrais qu'on trouverait ça important et on ferait un compromis, une entente qu'on jugerait tellement importante qu'on pourrait la mettre ailleurs dans la Constitution pour la protéger, mais pas dans une charte. Ça me semble un peu spécial. Alors pourquoi vous voulez faire ça? Ah, Trudeau ne dit rien, et Alan Blakeney répond à sa propre question, donc continue à parler, et il dit, vous voulez faire ça parce que si vous dites que c'est dans une charte, ceux qui vont s'opposer à votre projet, vous allez dire, ah, vous êtes contre les droits et libertés. Vous ne voulez pas que les Canadiens aient leurs droits et libertés. Et là, vous allez les mettre sur la défensive. Et là, Trudeau a esquissé un large sourire. Parce que, évidemment, c'était exactement le but de la manœuvre. Le but de la manœuvre, c'était d'abord de prendre l'éducation, de l'enlever des compétences provinciales, de transformer cet enjeu en un droit qui va être évalué par les juges. Tous les juges des tribunaux supérieurs au Canada sont tous nommés par le gouvernement fédéral, de la Cour supérieure du Québec jusqu'à la Cour suprême. Donc les juges fédéraux vont désormais hériter de cette question de l'accès à l'école anglaise et française sous couvert de droit. Et quand on va attaquer Trudeau, il va dire « moi je défends les droits et libertés », etc. Chrétien aussi, évidemment, disait la même chose. Et à un moment donné, il y avait des phrases formidables de M. Chrétien qui disait « si vous êtes contre le droit des handicapés et des femmes, là, vous allez en manger une belle. Donc, regardez, moi, là, je suis le défenseur de la veuve et l'orphelin, etc., etc. » Alors, on a judiciarisé toute cette question pour bilinguiser le Canada et bilinguiser le Québec et les provinces contre leur gré. Si vous voulez, c'était ça l'idée, le projet. Et on utilise l'argument des droits. Et d'ailleurs, je ne peux pas m'empêcher de faire un parallèle avec tout le débat sur la charte de la laïcité. Alors, on peut être pour ou contre, j'ai aucun problème avec ça, mais un des arguments, et en fait l'argument le plus fort de ceux qui sont contre, c'est quoi? C'est de dire, c'est contre les droits et libertés. C'est contre la Constitution. Et donc, j'ajoute que M. Trudeau tenait beaucoup au bilinguisme dans la Charte des droits, comme je l'ai expliqué, mais il y avait aussi une clause sur le multiculturalisme à laquelle il tenait beaucoup, qui nous a amené éventuellement plus tard sur tout ce débat des accommodements raisonnables. Et donc, sous couvert de droit, on culpabilise, n'est-ce pas, ceux qui sont en faveur de la Charte de la laïcité, en disant « Ah, c'est terrible, madame, vous êtes contre les droits, vous devriez avoir honte, vraiment, là, je suis scandalisé. » Et c'est très efficace. C'est très, très efficace. C'est du chantage au droit. Donc, les premiers ministres provinciaux ne sont pas du tout dupes
de tout ce genre, toute cette mise en scène, si vous voulez. Et assez rapidement, je passe des étapes, mais disons assez rapidement, il y a un front commun de 8 provinces qui vont s'unir contre M. Trudeau, donc toutes les provinces sauf l'Ontario et le Nouveau-Brunswick, et qui vont commencer à s'opposer à M. Trudeau. Et là, M. Trudeau va dire, oh, de toute façon, c'est pas grave, parce que vous savez, moi, je vais aller en Grande-Bretagne, je vais demander aux Britanniques de voter ma réforme, et vous êtes pour, vous êtes contre, je m'en sacre complètement comme de l'an 40, parce que les Britanniques, eux, vont voter mon projet. Alors, et là, vous allez être niqués, c'est tout. Alors voilà, c'est tout ce qui va arriver. Et donc, M. Trudeau se lance dans un projet de rapatriement dit unilatéral de la Constitution avec son projet de charte et une formule d'amendement. En juin 1980, M. Trudeau avait rencontré Margaret Thatcher à Londres et elle lui avait dit, écoutez, nous, on est avec vous, on veut se débarrasser de cette Constitution. Pour elle, c'était un problème, un reliquat de l'époque coloniale, et puis elle n'avait pas de temps à perdre avec ça. Donc, le plus vite, elle serait débarrassée de la Constitution, et le mieux, ça vaudrait. Et là, en octobre 81, M. Trudeau présente son projet, et là, les Britanniques découvrent que, ça n'avait pas été très bien compris par Mme Thatcher, que c'est pas seulement le rapatriement que M. Trudeau veut, c'est pas seulement la formule d'amendement, mais c'est la Charte des droits. Et là, à partir de ce moment-là, là, Mme Thatcher réalise que là, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Pourquoi ça va être compliqué? Parce que l'année précédente, il y a eu un débat en Grande-Bretagne sur une éventuelle adoption d'une Charte des droits, et ça a été massivement rejeté. Mme Thatcher elle-même, elle est profondément contre les chartes des droits et le pouvoir des juges. Un des premiers discours qu'elle va faire, une fois élue première ministre, en 1979, elle fait un grand discours, elle est à Washington, et elle dit, son premier voyage international, ou un de ses premiers, où elle dit, il faut renouer avec ce qui a fait la grandeur de la Grande-Bretagne, et il faut redonner au Parlement la primauté dans la défense des droits et libertés. Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire? Aujourd'hui, on entend ça, ça semble un peu étrange comme discours. Pourquoi elle conçoit le Parlement comme le lieu ultime de défense des droits et libertés? Bien, pour la raison suivante, entre autres. Il n'y a pas un droit, il n'y a pas une liberté dans une société démocratique qui est absolue. Ça n'existe pas. C'est jamais mentionné par les opposants à la Charte, mais il n'y a aucun droit qui est absolu. Alors moi, par exemple, je suis ici devant vous, je ne peux pas me mettre à crier au feu, tout le monde panique, on se précipite à la sortie, on se piétine, et là je dis, ah écoutez, c'est une blague que j'ai faite, j'ai utilisé mon droit à la liberté d'expression. Évidemment, ça serait complètement inacceptable. Par conséquent, il y a toujours une limite quelque part, sinon la société tomberait dans le chaos, ce serait le chaos. Et donc, pour Mme Thatcher, qui doit tracer la limite? Qui doit décider de ce qui est raisonnable? Eh bien, pour Thatcher, pour les gens du Parti conservateur, et même pour les gens du Parti travailliste à l'époque qui sont à l'opposition, ceux qui doivent tracer la ligne, ce sont les élus du peuple. Ce sont eux qui décident où la limite au droit va être tracée. Et ce pouvoir des parlementaires ne doit pas être abdiqué aux juges. Surtout pas. Pourquoi? Parce que les juges, d'abord, viennent d'un milieu en général assez pointus, sont des gens en général fortunés, qui ont travaillé dans des grands cabinets d'avocats, pas tous, mais en général, et ce sont des gens qui représentent seulement une petite fraction de la société. Deuxièmement, ce ne sont pas des gens qui sont nécessairement, ce sont des experts du droit, certes, mais ce ne sont pas des gens qui sont en phase avec la société, comme les élus, les députés qui vont dans leur comté, qui rencontrent les gens, etc., etc. Il y a une semaine, j'étais dans le comté du ministre Stéphane Bergeron, il y avait une activité, alors je voyais le ministre aller, il serre les mains, écoute les gens, essaie de voir un peu comment les gens se sentent dans sa circonscription, est à l'écoute. Donc, évidemment, les juges, eux, ne sont pas du tout dans cette dynamique-là. Alors, pour Thatcher, c'était très, très clair que ça devait être les parlementaires. Et là, elle comprend que faire passer la Charte des droits en Grande-Bretagne, surtout si elle est opposée par 8 provinces, ça va être extrêmement compliqué à vendre aux députés britanniques et aux lords britanniques. Et d'ailleurs, elle-même, elle pense que Trudeau, pourquoi il n'attend pas d'avoir la Constitution, d'avoir la formule d'amendement pour se voter la Charte ensuite? Elle se pose la question et la réponse lui paraît très rapidement évidente. Et elle le dit textuellement dans un des documents que j'ai consultés. M. Trudeau fait cela, nous fait voter, nous utilise, nous les Britanniques, pour se doter une charte, parce que s'il avait déjà
la Constitution était déjà au Canada, il serait incapable de faire voter sa Charte des droits. Et donc, il va nous utiliser pour voter sa charte. Alors, elle est un peu embêtée. Elle est d'autant plus embêtée que les provinces opposées à M. Trudeau vont, certaines de ces provinces, le Québec, l'Alberta et quelques autres provinces, ont des délégations générales à Londres et ils vont tenter d'alerter les députés britanniques et de les monter contre le projet de M. Trudeau. Il y a une opération de lobby qui est lancée, etc. Et donc, on essaie de convaincre les parlementaires britanniques de rejeter le projet de M. Trudeau. Alors, tout ça est un peu embêtant pour Thatcher, mais c'est d'autant plus embêtant qu'à l'automne de 1980, dans les 8 provinces, il est entendu que 3 provinces vont entamer une démarche judiciaire devant leurs cours d'appel respectives pour demander à leur cour d'appel si le projet de M. Trudeau est légal, constitutionnel, etc. Donc, Terre-Neuve, le Manitoba et le Québec vont lancer une démarche judiciaire pour contester le projet de M. Trudeau. Et là, M. Trudeau ne souhaite... Mme Thatcher apprend ça, et là, elle est très embêtée parce qu'elle se dit, c'est devant les tribunaux, et ça serait quand même assez embêtant pour nous si on votait votre projet et que par la suite, les tribunaux canadiens le déclaraient anticonstitutionnel. Là, on aurait l'air un peu... ça serait un peu spécial. Alors, elle dit à M. Trudeau, pourquoi est-ce que vous ne court-circuitez-vous pas toutes ces démarches qui vont prendre beaucoup de temps, et pourquoi est-ce que vous n'allez pas directement en Cour suprême, demander à la Cour suprême ce qu'elle en pense, et comme ça, on aura l'opinion du plus haut tribunal, et on saura à quoi s'en tenir. M. Trudeau ne voulait pas aller en Cour suprême. M. Trudeau avait peur que toute cette affaire s'enlise. À partir de l'automne 80, il commençait un peu à perdre le momentum, il était très nerveux, et donc paranoïaque, comme l'avait dit Thatcher, névrosé, et il ne veut rien savoir. Il n'y a aucun argument rationnel qui le convainc. Et là, les Britanniques sont très, très embêtés. Et donc, M. Trudeau avait peur qu'on perde beaucoup de temps à la Cour suprême et que ça allait s'enliser, durer des mois, voire des années. C'était ça sa crainte. Et il disait aussi, et là il avait un peu raison, tout ça c'est une question politique, et c'est pas vraiment aux tribunaux de trancher ça. Bon, je passe les détails, mais là-dessus, il y avait un point qui était valide. C'est rare que je sois d'accord avec lui, mais là-dessus, je dois dire que oui. Et donc, voilà où on en est. Et en mars 81, les Britanniques vont avoir des échos de ce qui pourrait se passer à la Cour suprême. Alors, qu'est-ce qu'ils vont apprendre? Eh bien, ils vont apprendre... D'abord, je dois dire qu'à ce stade-là, en mars 1981, il y a la Cour d'appel du Manitoba qui s'est prononcée et qui a donné raison au gouvernement Trudeau. Mais le Manitoba veut en appeler en Cour suprême. Donc, ça peut éventuellement rejoindre la Cour suprême, ça va peut-être prendre du temps, mais l'affaire n'est pas réglée parce que le tribunal du Manitoba s'est prononcé. Et donc, les Britanniques insistent encore davantage en disant « vous devriez aller consulter la Cour suprême ». Et ça tombe bien parce qu'ils vont avoir des échos de ce qui se passe en Cour suprême. Et donc, je vais vous montrer un document. Et j'attire votre attention. Donc, c'est une rencontre, pas une rencontre, mais un document qui est écrit par l'ambassadeur britannique à Ottawa, le haut commissaire, et qui est daté du 26 mars 1981. Et donc, le juge en chef qui dit ceci, pardon, le haut commissaire qui rapporte ceci. Alors, the Chief Justice gave the impression to a federal government source, please protect, that he hoped to hand down the court's views before the parliamentary process was complete in the UK. Donc, le juge en chef a dit à une source qui nous a dit ensuite que le processus d'entendre la cause, de rendre le jugement, pourrait être terminé avant la fin de la session parlementaire en Grande-Bretagne. Fin de la session parlementaire qui était prévue pour fin juillet 1981, juste avant le mariage du prince Charles et de la princesse Diana. Et donc, qu'est-ce que ça voulait dire, ce message? C'est que, contrairement à la crainte de M. Trudeau, la Cour suprême pourrait entendre la cause assez rapidement. Et qu'il n'y avait pas de raison de croire que ça allait s'enliser en Cour suprême. Alors, les Britanniques, forts de cette information, se sont dit, on dit aux fédéraux, regardez, il n'y a pas de raison
de penser que ça va s'enliser. Le juge en chef nous le dit. Le jugement va tomber avant la fin de la session parlementaire. Donc, la question des tribunaux va être réglée et on va pouvoir voter votre projet avant la fin de la session parlementaire. Tout le monde va être content. Donc, M. Trudeau, et j'ajoute que quelques jours après cette affaire, la Cour d'appel de Terre-Neuve a jugé le projet de M. Trudeau inconstitutionnel. Et là, par conséquent, devant ça et devant les pressions des Britanniques, M. Trudeau a dit « OK, c'est correct, on va suspendre le débat et on va attendre le jugement de la Cour suprême. » Voilà. Donc, voilà où nous en étions en mars 81. En juin 1981, 25 juin 81, pour être plus précis, ou en tout cas dans ces eaux-là, M. Trudeau est à nouveau à Londres, et là, avec des conseillers, des fonctionnaires, il rencontre Margaret Thatcher, il y a un repas et une séance de travail, et on parle évidemment abondamment de la Constitution. Et on attend le jugement de la Cour suprême. Et j'attire donc votre attention sur un deuxième document, les documents secrets du Foreign Office, jusqu'à temps que je les obtienne. Alors, on a ici un deuxième document à noter, etc. Donc, c'est marqué 2 juillet, mais en réalité, le document a été écrit le 25 juin 1981. Document qui est écrit par le premier haut fonctionnaire de Grande-Bretagne, un monsieur qui s'appelle Robert Armstrong. Et donc, qui est dans la garde rapprochée de Mme Thatcher. Et donc, qui nous raconte ceci dans une note qui est destinée au conseiller diplomatique de Mme Thatcher, M. Michael Alexander. Bon, peu importe. Alors, il nous résume un peu la journée en disant « I know that the Prime Minister and Mr. Trudeau discussed this issue before lunch and that the Chief Whip and Mr. Pitfield discussed it over lunch, but I should nonetheless record the discussion which Mr. Pitfield and I had on the matter after lunch. » Donc, on en a parlé toute la journée, et voilà, mais j'ai quelque chose à ajouter d'important que je dois mettre par écrit. Alors, pourquoi est-ce qu'en dépit de toutes ces discussions, il y a un autre élément qui, dit-il, doit être ajouté par écrit? Alors, il nous parle de son vis-à-vis canadien, M. Michael Pitfield. M. Michael Pitfield, qui est le premier fonctionnaire fédéral, donc le plus haut fonctionnaire du Canada, et qui est dans la garde rapprochée de M. Trudeau. Et donc, qu'est-ce que M. Pitfield avait à dire? Eh bien, j'ajoute par ailleurs que le juge Boralaskin, juge en chef de la Cour suprême, était au même moment en vacances en Grande-Bretagne. Alors, comme par hasard, donc, voilà ce que M. Armstrong avait à dire, à ajouter. Mr. Pitfield said that he had had a call from the Chief Justice of the Supreme Court to say that he was cutting short his holiday in this country and returning to Canada at the beginning of July to meet with his colleagues on the Supreme Court for 2 or 3 days. The Chief Justice had said to Mr. Pitfield, "You know what that means," and had then rung off. Donc, le juge en chef a dit, voilà, je retourne précipitamment au Canada, vous savez ce que ça veut dire. Alors, message bref et énigmatique. Et alors, qu'est-ce que ça voulait dire? Et M. Pitfield a donc expliqué ce que ça voulait dire. Mr. Pitfield took it to mean that the Supreme Court could be expected to hand down its judgment on the Canadian constitutional question about 7th July. Donc, ça veut dire que le jugement va tomber le 7 juillet. Alors, ce document est, en passant, c'est un document confidentiel qui n'a jamais été rendu public jusqu'à ce que moi-même le rende public dans mon livre. Vous voyez ici confidentiel en haut. Qu'est-ce que ça veut dire, ce document? Quel est le sens de ce document? Alors, d'abord, le jugement, je dois dire, est tombé le 28 septembre 1981. Alors, j'ai eu beaucoup de détracteurs à mon livre, très nombreux détracteurs, et j'en aurai sûrement beaucoup l'an prochain quand il sera publié en anglais. Encore plus. Et donc, une des choses qu'on a dit, écoutez, tout ça c'est banal, cette discussion est complètement banale entre le juge en chef et Michael Pitfield. Ils se sont parlé brièvement, 2 minutes, on ne sait pas, mais ça a l'air bref. Et le jugement est tombé finalement le 28 septembre 1981. Donc, ils ont parlé du 7 juillet, donc vraiment, tout ça, ça n'a pas d'intérêt. Alors, première chose que je dois dire, qui rend ce document, à mon avis, extrêmement intéressant et troublant, c'est la chose suivante. Comment est-ce que
Michael Pitfield a pu conclure que le jugement est tombé autour du 7 juillet suite à une conversation aussi brève. C'est-à-dire, le juge en chef dit, voilà, je rentre précipitamment au Canada, vous savez ce que ça veut dire? Et il raccroche immédiatement, peut-être se sentait-il coupable. Parce qu'évidemment, il faut ajouter que dans toute démocratie qui se respecte, il y a un principe fondamental qui s'appelle la séparation des pouvoirs, qui veut que le politique n'intervienne pas dans le processus judiciaire. Hein? On n'essaie pas d'influencer l'arbitre. Évidemment, l'arbitre ne joue pas pour une des deux équipes. Et donc, l'arbitre, le juge, les juges, ne se mêlent pas de politique. Et donc, ne communiquent pas avec la politique. Ne se transmettent pas d'informations privilégiées, d'aucune façon. Alors, comment Michael Pitfield a pu conclure avec une aussi brève conversation que le jugement est tombé le 7 juillet? Eh bien, il a conclu ça, probablement, parce qu'il s'était déjà parlé. C'est la seule, selon moi, explication possible. Comment, sinon, autrement, aurait-il pu déjà conclure que c'était du jugement dont l'autre voulait parler et que la date allait être le 7 juillet? Et c'était conforme à ce que le juge Laskin avait annoncé en mars 81, c'est-à-dire que le jugement allait tomber avant la fin de la session parlementaire britannique. Donc, fin juillet 81. Alors, si ça tombe le 7 juillet, voilà, c'est ce qu'avait annoncé le juge en chef. Donc, tout est conforme à ce qui avait été dit. Voilà. Mais les choses ne vont pas aller comme le juge en chef l'espérait. Et ce qui nous amène au prochain document. Voilà. Alors, c'est un document qui est daté du 2 juillet 1981. C'est moi qui ai mis la date, là, mais en tout cas, c'est marqué 3 juillet, mais ça, c'est une étampe du lendemain. Alors, j'attire votre attention sur un certain nombre de choses. Il y en a plusieurs. Premièrement, vous savez, en Grande-Bretagne, la Constitution canadienne, c'est pas le sujet de l'art nécessairement, en tout cas pas toujours, quoique à cette époque-là, ça a quand même été assez sérieux. Mais c'est pas l'Irlande du Nord, c'est pas la guerre froide, c'est pas la guerre des Falklands, etc. Et là, on a un document qui est classé secret. Vous voyez en tête en haut, secret. Donc, c'est le plus haut niveau de classification après top secret. Alors, autrement dit, ça attire évidemment l'attention, un document sur la Constitution qui est classé secret. Pourquoi? Pourquoi ce document est-il secret? Et qui a écrit ce document? Bien, ce document a été écrit par le ministre des Affaires étrangères britannique, qui l'a envoyé à l'ambassadeur britannique à Ottawa, n'est-ce pas? Et pourquoi pas le fermer? Donc, le ministre qui écrit au haut commissaire britannique, à son ambassadeur à Ottawa, pour l'informer de nouveaux développements. Quels étaient donc ces nouveaux développements qui méritent qu'on écrive un télégramme secret? Et c'est là qu'on apprend la chose suivante. On apprend que la veille, le 1er juillet, il y a eu une rencontre entre le juge en chef Bora Laskin, c'est ce que vous voyez au paragraphe 2, le juge en chef Bora Laskin, qui a parlé avec le procureur général de Grande-Bretagne, un type qui s'appelle Michael Havers. Et une partie de la conversation a été entendue par un diplomate canadien du nom de Henry Richardson. Et là, donc, peut-on lire, entre autres, je cite, Monsieur Richardson has indicated to North America Department that he will be treating the conversation in strict confidence. He fully took the point which we put to him that it might be most embarrassing for the Chief Justice of the Canadian government heard that he had been speaking in this manner in the United Kingdom. Donc, M. Richardson a compris que c'était tout à fait, ça serait un scandale, je résume, si on apprenait que le juge en chef s'est exprimé de la façon dont il s'est exprimé. Alors donc, visiblement, le juge en chef comprenait très bien qu'il était en train de se livrer à un exercice tout à fait condamnable. Et politique. Parce que politique. Et même, on mentionne vraiment toutes sortes de précautions. En bas, on voit ici « Please protect fully ». On voit le début de la phrase, donc elle ne divulgue sous aucun prétexte. On voit ici en bas « Please
Therefore protect, et on s'en va à la deuxième page du document, fully. Et donc, qu'est-ce que le juge en chef avait à dire de si important aux autorités britanniques? The Chief Justice said there was a major disagreement among the members of the Supreme Court. He was returning shortly to Ottawa, but clearly did not expect that this would bring about the immediate resolution of their difficulties. If no quick solution was found, he did not expect judgment to appear until the end of August. Donc, il y avait un désaccord profond et majeur au sein des juges de la Cour suprême, et il n'y aurait pas de décision qui tomberait avant la fin du mois d'août. Du moins, c'est ce qu'il anticipait. Donc, il n'y aurait plus de jugement avant la fin de la session parlementaire en Grande-Bretagne. Je dois ajouter deux choses pour mettre en contexte ce document. Premièrement, Michael Avers avait été chargé par Mme Thatcher de piloter le projet de résolution constitutionnelle de M. Trudeau à la Chambre des communes britannique. Donc, il était au cœur du processus politique qui allait avoir lieu là-bas. Deuxièmement, les Britanniques avaient dit aux Canadiens, quelques semaines auparavant, vous savez, devant toutes ces difficultés qu'on a avec votre projet, ce que ça prend, c'est une décision clairement favorable de la Cour suprême, en votre faveur. S'il y a une décision partagée, même si elle vous est favorable, eh bien, une décision, une courte victoire, disons, 5 juges contre 4, par exemple, eh bien, ça ne va pas régler nos problèmes ici, et la bataille politique va rester entière. Alors, par conséquent, 3 mois avant le jugement de la Cour suprême, les Britanniques savaient qu'il n'y aurait pas de victoire claire de M. Trudeau à la Cour suprême. Pourquoi? Parce que la Cour était profondément divisée. Et donc, à partir de ce moment-là, ils pouvaient mieux se préparer et mieux anticiper la suite des choses, puisque n'oublions pas que Mme Thatcher, même si elle se faisait violence, même s'il y avait de ses propres députés qui étaient très réticents, pour ne pas parler d'opposition, elle souhaitait aider M. Trudeau. Très bonne idée, merci. Un peu de formalisme. Ah ouais. Donc, voilà pour ce document. Une claire violation de ce principe fondamental de séparation des pouvoirs. Alors là, il y a énormément de choses qui ont été dites pour discréditer ces documents, et par le fait même mon livre. Alors, premièrement, certains ont dit, c'était formidable, tous les arguments qui ont été avancés, c'est du oui-dire. Du oui-dire. Pourquoi c'est du oui-dire? C'est du oui-dire parce que, voyez-vous, le ministre britannique des Affaires étrangères n'a pas assisté à la réunion ou la rencontre entre M. Avers et le juge en chef. C'est M. Avers, probablement, ou un de ses adjoints de M. Avers, qui lui a rapporté la situation, et ensuite il a écrit cette note. Donc, par conséquent, c'est du oui-dire, c'est l'homme qui a vu l'ours. Et le document précédent que je vous ai montré, la conversation téléphonique entre M. Pitfield et le juge en chef, eh bien, c'est M. Pitfield qui l'a dit à M. Armstrong, qui lui-même a rédigé une note. Donc, lui aussi, c'est l'homme qui a vu l'ours. Donc, par conséquent, c'est du oui-dire, ça ne prouve rien. Alors là, attention. Là, premièrement, là, on n'est pas dans un procès, première chose. Et les juristes n'ont pas le monopole de la vérité, loin s'en faut, je le dis en tout respect pour les juristes. Comme historien, je me dois d'évaluer la crédibilité de mes sources. Or, c'est un gouvernement ami du Canada, c'est des documents secrets, et ces documents disent bien ce qu'ils disent, et en ce qui me concerne, leur véracité et leur crédibilité est inattaquable. Ces conversations-là ont eu lieu, on essaie de faire dire non, c'est très grave, et ça a bel et bien eu lieu, et il n'y a personne qui peut prouver le contraire. Ensuite, deuxième chose qu'on a dite à propos de ces documents. La décision finale de la Cour suprême, pour faire une histoire courte, M. Trudeau, la Cour suprême a dit c'est légal au sens très restreint du terme, très technique du terme, mais c'est contraire aux conventions constitutionnelles. Et donc, M. Trudeau s'est trouvé devant une décision défavorable de la Cour suprême. Oui, c'est vrai. Absolument. Mais, et donc, par conséquent, le fait que le juge Laskin s'est trouvé dans l'opinion minoritaire favorable à M. Trudeau.
Alors, par conséquent, tout ça n'a rien changé au résultat du jugement final, le 28 septembre 81, et par conséquent, c'est pas très grave, tout ça, ça n'aurait rien changé à l'histoire. Donc, voilà entre autres ce qu'on a dit. Donc, premièrement, le jugement du 28 septembre 81 a aussi dit une autre chose très importante, qui était la suivante. La Cour suprême a dit que ça prendrait un consensus large de provinces pour que cette démarche soit dans le sens des conventions constitutionnelles. Mais ça ne prend pas l'unanimité. À partir du moment où ça ne prenait plus l'unanimité, M. Trudeau avait hérité quand même d'un as dans sa manche, parce qu'ultimement, il serait capable d'isoler le Québec, et il y avait aussi le Manitoba qui s'opposait beaucoup à lui, et donc il serait capable d'isoler le Manitoba et le Québec. Ce qui est effectivement arrivé lors de la dernière conférence constitutionnelle qui a eu lieu en novembre 1981. Le Québec et le Manitoba ont été isolés. Au Manitoba, le gouvernement en place a perdu ses élections dans les jours qui ont suivi l'accord, et le gouvernement qui l'a remplacé a signé l'accord. Donc, on a un peu oublié que le Manitoba était opposé, mais à partir du moment où la Cour disait qu'il n'y avait plus d'unanimité nécessaire, ça voulait dire que le Québec ne pouvait pas stopper M. Trudeau seul. Donc, ce jugement-là a été très, très important. Et donc, c'est pas vrai que tout ça, c'est pas important. C'est pas vrai, ça a un impact immense. Et j'ajoute à ça que si j'utilisais même les critères de la Cour suprême concernant l'indépendance des tribunaux, et la Cour suprême a développé des critères pour juger, et ce qui est important, c'est l'apparence d'indépendance. C'est ça la chose importante. C'est même pas le contenu du jugement. Alors, est-ce qu'il y a apparence d'indépendance des tribunaux, et selon la Cour, est-ce qu'une personne raisonnablement informée et sans parti pris, une personne, bien informée et sans parti pris, pourrait penser trouverait qu'il y a apparence de conflit d'intérêts et que l'arbitre a joué pour une des deux équipes? Bien, pour moi, sachant que Bora Laskin était un grand partisan de la Charte des droits, ça fait aucun doute que le juge Laskin et la Cour suprême ont manœuvré de façon à permettre l'adoption de la Charte des droits au détriment des intérêts du Québec. Ça leur donnait plus de pouvoir, je comprends bien. Ça donnait plus de pouvoir aux juges, et les juges sont des hommes, des femmes, et donc, en général, quand l'organisation qu'on dirige tient plus de pouvoir, bien, en général, on est content. C'est rare que quelqu'un qui est à la tête d'une organisation dise « Moi, je pense qu'on n'a pas besoin de ce pouvoir-là ». Ça peut arriver, mais c'est plus l'exception que la règle. Alors, voilà ce qui est arrivé du contenu du livre. Je vois que le temps fait, j'aurais voulu parler des réactions. Est-ce que j'ai encore 5 minutes? Il y a eu énormément de réactions au livre. La revue de presse fait presque 300 pages. Et j'avais pensé simplement vous parler un peu des réactions. Alors, dans les réactions, il y a eu plusieurs réactions très intéressantes. Et probablement que la plus intéressante, c'est celle du gouvernement Harper. D'abord, il y a eu une enquête de la Cour suprême interne, donc, qui a été annoncée le lendemain de la publication du livre. Alors, ça a bien commencé. Alors, je me disais, voilà, la Cour suprême trouve que c'est sérieux. Mais ça a duré malheureusement seulement 2 semaines. Et au bout de 2 semaines, on a eu un court paragraphe en disant « Nous n'avons rien trouvé de compromettant et par conséquent, le dossier est clos ». Donc, malheureusement, ça a été un peu une enquête, selon moi, bâclée, mais en tout cas, on n'a aucun détail de ce que les démarches auxquelles s'est livrée la Cour suprême. Ce qui nous amène à la réaction, il y a eu une demande de l'Assemblée nationale que le gouvernement fédéral donne accès à tous les documents en sa possession concernant le rapatriement de la Constitution. Donc, demande unanime, motion unanime à l'Assemblée nationale. Quelle a été la réaction du gouvernement Harper? Alors, très intéressant. Il y a eu plusieurs, ça s'est décliné de quelques façons. Première réaction, ça a été de dire, ça a été notamment son porte-parole, M. Carl Vallée, qui a dit immédiatement après la sortie du livre, vous savez, c'est des vieilles chicanes, puis nous, là, on n'a pas l'intention de jouer là-dedans, dans ce vieux film-là, des vieilles chicanes, etc. Ah, c'est très intéressant. En l'année passée, donc à l'année 2012, le gouvernement fédéral a dépensé 11 millions de dollars pour les commémorations de la guerre de 1812 avec les États-Unis. Alors ça, la guerre de 1812, ça, c'est pas des vieilles chicanes, n'est-ce pas? Mais la Constitution de 82, il y a un peu plus de 30 ans, ça, c'est des vieilles chicanes. Et donc,
Il y a des vieilles chicanes à géométrie variable, n'est-ce pas? La guerre de 1812, ça c'est correct, mais il y a des vieilles chicanes, la Constitution, ça, il n'est pas question qu'on rende des documents accessibles. Ça a été la première réaction. Deuxième réaction, ça a été de dire, nous, c'est l'économie. Ça, c'est Maxime Bernier qui a dit, nous, notre gouvernement, on s'occupe d'économie. Il n'y a pas question qu'on s'occupe de constitution. Alors là, il faut vraiment mesurer ce que dit M. Bernier, c'est formidable. D'abord, il n'est pas question il est question d'ouvrir des archives. C'est la seule chose qui a été demandée, là. Il n'est pas question de convoquer une conférence constitutionnelle. Alors, tout ce qu'il s'agit de faire, c'est que on dit aux archivistes qui travaillent à Archives et Bibliothèque Canada sur la rue Wellington, prennent le téléphone, ils appellent l'entrepôt à Gatineau, ils gardent les dossiers, et vous faites livrer ça par camion, vous amenez ça à la salle de lecture, puis c'est tout. Alors, ça n'a aucun rapport avec l'économie. Je veux dire, c'est du monde qui travaille déjà pour le gouvernement, ils sont, si vous passez l'expression, sur le payroll du gouvernement. Ça n'a aucun lien avec l'économie. C'est complètement démagogique comme argument. C'est vraiment prendre les gens pour des imbéciles. Troisième réaction du gouvernement, ça a été de dire, écoutez, il y a un processus d'accès à l'information. Moi, j'avais tenté d'avoir accès aux informations du conseil privé en particulier, puisque Michael Petrie était le greffier du conseil privé. J'ai reçu une boîte de documents complètement censurée, ou presque. Dès que ça devenait intéressant, c'était censuré. Alors, d'où cette demande d'accès à l'information, cette motion de l'Assemblée nationale. Alors là, M. Harper a dit, vous savez, il y a un processus d'accès à l'information et on ne va pas s'ingérer dans le travail des fonctionnaires. Alors c'est formidable parce que quand il s'agit d'empêcher les scientifiques canadiens d'aller mesurer le réchauffement de l'Arctique, etc., leur couper les fonds, les empêcher de faire leur travail, nommer des gens complaisants avec le gouvernement à Statistique Canada pour qu'on ne puisse plus faire le recensement correctement, etc., là, dans ces cas-là, il n'y a aucune gêne, n'est-ce pas? Le gouvernement arrive avec ses gros sabots, puis on passe le monde, puis let's go. C'est par là qu'on s'en va. Puis là, tout d'un coup, M. Harper est impuissant, n'est-ce pas? Et tout à fait révérencieux devant le travail de son administration, etc., etc. Alors que, à la limite, je pourrais comprendre l'argument. Peut-être que vaut mieux ne pas s'ingérer dans le travail des fonctionnaires d'accès à l'information. Mais à ce moment-là, la loi d'accès à l'information, c'est une loi du Parlement. On peut amender cette loi. On peut leur donner des nouveaux critères pour faire leur travail. Et ensuite, eux, avec ces critères-là, parce que les fonctionnaires obéissent aux politiques. Si le politique dit à ça, désormais, on va aller dans une autre direction, les fonctionnaires vont suivre. Alors, là, tout d'un coup, Harper se cachait derrière ces fonctionnaires. C'était complètement cousu de fil blanc. Et, très intéressant aussi, cette année, peu de temps après la publication de mon livre, le gouvernement fédéral a annoncé 12 millions pour faire la promotion de l'histoire au Canada, la connaissance de l'histoire pour les Canadiens. Alors donc, c'est formidable, parce que là, on va dépenser cet argent pour aider les Canadiens à connaître leur histoire, mais par ailleurs, on ne permettra pas aux chercheurs d'avoir accès aux archives du rapatriement de la Constitution. Alors là, vraiment, on voit, c'est complètement un discours complètement contradictoire, la politique du gouvernement fédéral. Et j'ajoute là-dessus que le Parti libéral du Canada, M. Justin Trudeau, a dit j'appuie cette démarche du gouvernement fédéral, etc. On a plus d'argent pour l'histoire, très important, etc. Quand on lui avait demandé à Justin Trudeau s'il comptait mettre de la pression sur le gouvernement pour qu'il ouvre les archives, il avait dit non, je ne suis pas très intéressé par cette affaire. Et voilà. Et qu'est-ce qu'il protège ou pourquoi est-ce qu'il ne faudrait pas parler de ça? La réponse nous est venue par Stéphane Dion, qui est devenu, qui s'est aussi prononcé sur cette affaire. Stéphane Dion a dit ceci suite à son chef. Il a dit, il s'en est pris au NPD qui avait critiqué l'enquête interne de la Cour suprême, et le NPD aussi qui souhaite, qui est beaucoup plus dans le sens de ce qu'a demandé l'Assemblée nationale. Et donc, les libéraux et M. Dion sont tombés à bras raccourcis sur le NPD et ils ont dit, regardez, le NPD est irresponsable parce que tout ça, qu'est-ce que ça fait? Ça jette du discrédit sur la Cour suprême et sur la Charte canadienne des droits et libertés. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'il y a des sujets au Canada qui sont tabous et dont on ne peut pas parler. Et dans notre loi d'accès à l'information, il n'y a aucune date limite au-delà de laquelle le gouvernement ne peut pas garder les documents, ne doit dévoiler les documents.
c'est le seul pays occidental, à ma connaissance, où après 30 ans, 50 ans, 75 ans, il n'y a pas une date limite au-delà de laquelle tous les documents deviennent publics. Alors là-dessus, on est très, très exceptionnel. Et donc, dans 200 ans, peut-être que ces documents-là seront toujours secrets. Et donc voilà. Et M. Dion a ajouté l'injure à la blessure en faisant cette mise au point par rapport au Wayne-Poitiers. Il a conclu ceci, il a dit, de toute façon, laissons ça aux historiens. C'est un débat qui concerne les historiens. Alors c'est formidable parce que, d'une part, on va fermer les archives, les empêcher de faire leur travail, on appuie des mesures, des millions pour supposément, parce qu'on s'intéresse à l'histoire, mais quand ça ne fait pas notre affaire, voilà, on leur bloque le chemin. Et quand il dit laissons ça aux historiens, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire, vous savez là, en quelle année est-ce que Jules César a franchi le Rubicon? Est-ce que c'était en 37 avant Jésus-Christ ou en 38? Vous savez, ces vieilles questions qui n'intéressent que ces rats de bibliothèque que sont les historiens, voilà ce qu'on doit conclure des recherches de M. Bastier. Que c'est une vieille histoire qui n'a pas la moindre incidence sur le présent, n'est-ce pas? Et dont on doit conclure que c'est un peu une question de folklore, etc. Alors, au fond, c'est ça qu'il voulait dire. Donc, vous ne travaillerez pas là-dessus. De toute façon, c'est des vieilles histoires. Puis en plus de ça, voilà, ça n'intéresse personne. Passez votre chemin, il n'y a rien à voir. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous dire ce matin.